La première fois, il s'en est sorti avec un avertissement. La deuxième fois, on a été obligé de lui mettre un mot dans le carnet. Mais là, 3 podcasts en à peine 3 semaines pour le petit Kevin, ça va barder, il commence un peu à nous saouler avec ses conneries. Pendant que tous ses petits camarades se tiennent à carreau pendant l'été, l'ancien copain de Russell et Stephen perturbe le fond de la classe. En insultant ses professeurs Steve Nash et Sean Marks en plus, alors là, Kevin Durant n'a plus d'excuses, il n'échappera pas au conseil de discipline. Defended by Simmons. Is this the dagger? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Oui, nous sommes encore là pour parler de Kevin Durant qui n'en finit plus de foutre le bordel en NBA. Alors pour faire un nouveau point sur la situation, j'ai fait appel à une équipe de premiers de la classe. Il enchaîne les bonnes notes podcast après podcast, toujours bien apprêté pour faire plaisir à sa prof de philo bien conservée. Il a réponse à tout. Non, je ne parle pas d'Emmanuel Macron, mais bien de Florian Tixier. Comment ça va Florian? Ça va super, t'as choisi le bonjour pile quand j'ai la chemise, donc je suis dans le thème. Parfait, c'est nickel. J'ai un peu menti en disant qu'il y avait que des premiers de la classe dans cette équipe. En pleine puberté, il a besoin de s'affirmer et de montrer qu'il est là en faisant le pitre au fond de la classe. Oui, Benjamin Moubèche est un pitre, mais un pitre compétent. Salut Benjamin, la forme? Je pense que quelqu'un va recevoir un avertissement après ce podcast, mais je dirais pas qui. Très bien, bah on s'appelle après. Les gars, on est là pour encore parler de Kevin Durant qui n'arrête plus de sortir des déclats chocs. Benjamin, je me tourne vers toi pour commencer, pour refaire un petit point sur les dernières news autour de KD. Bah, concrètement, là aujourd'hui, Kevin Durant est toujours dans cette position où il a demandé son transfert et il est toujours honnête, mais maintenant il pose un ultimatum honnête. Concrètement, il a plus confiance dans le management et il laisse Joe Tsai, le propriétaire, choisir entre lui ou le groupe Sean Marks et Steve Nash, qui sont donc le GM et le coach. Donc pour le moment, Tsai a déclaré qu'il soutenait vraiment le front office et le coaching staff. Donc la position des Nets, c'est assez clair, c'est de dire non à Kevin Durant. Mais voilà, la question se pose, sinon quoi? Ce qui se passe, c'est est-ce que Kevin Durant est en train de dire: «Je vais pas jouer, je vais faire une sorte de grève» comme, le font beaucoup de joueurs? Est-ce que garder Marks et Nash aura de réelles conséquences? Est-ce que, Joe Tsai va vraiment mener ce bras de fer jusqu'au bout avec Kevin Durant? Voilà, on est dans cette situation qui est extrêmement floue où aujourd'hui, les Nets sont dans une position encore plus ambiguë qu'avant parce que Kevin Durant a des demandes encore plus excentriques qu'avant. Florian, là au moins ça a le mérite d'être clair. KD, comme Benjamin l'a très bien dit, KD a déclaré que c'était soit Nash et Sean Marks, soit lui. Est-ce que tu as été surpris un peu de voir cette déclat de Kevin Durant et encore plus surpris de voir Joe Tsai, le propriétaire, apporter son soutien à son coach et son GM? Bah, dans un premier temps, c'est vrai que j'étais un peu surpris parce que je pensais qu'avec Kyrie qui avait un peu mis de l'eau dans son vin, on arrivait à une situation qui allait peut-être être aplanie et pourquoi pas une saison qui allait être un peu normale. Sauf qu'on se rend compte que la situation elle est bien plus compliquée qu'on veut le penser. Elle est compliquée depuis beaucoup de temps. C'est vrai qu'après ces remarques, je me suis un peu replongé dans l'histoire des Nets sous Kyrie et KD. Et c'est vrai que c'est compliqué depuis le début en fait parce que lors de la mise à pied d'Atkinson en 2019, les Nets ils avaient voulu prendre Nash comme un coach proche des joueurs, comme voilà, on avait laissé tomber le côté stratégique du coaching vers des coach managers. On voit que Kyrie et KD, ils n'aiment pas ça non plus. Ils sont toujours dans le reproche, ils sont toujours dans le combat, toujours dans le conflit avec ce front office. Donc voilà, la situation, elle est intenable vraiment au-dessus avec le front office. Mais après, en fait, je suis pas vraiment surpris parce que, pour en revenir à ta question, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut en vouloir à KD de rentrer autant en conflit avec son management parce que on s'en souvient qu'en 2019, il voulait jouer au Knicks, c'est Kyrie qui est allé le chercher, qui l'a convaincu de signer plutôt au Nets. Une année 2019-2020 où il est blessé, où c'est un peu le bordel, un feuilleton Harden parce qu'il a fallu lâcher tous les jeunes, tous les pics de draft et apparemment Durant n'a pas vraiment eu son mot à dire à l'époque. Une prolongation de 198 millions non suivie par ces deux lieutenants, donc Harden et Kyrie, parce qu'ils ne se sont pas entendus avec le front office. Un drama Harden qui a duré sur plusieurs mois pour récupérer un joueur blessé qui n'a pas joué pour les playoffs. Un drama encore plus gros avec Kyrie et la ville de New York. Donc voilà. En fait, aujourd'hui, on est complètement dans une situation qui est ubuesque. Enfin, on est sur un conflit total entre le front office et son joueur. Et donc, ouais, c'est vrai que quand on met tous les éléments bout à bout, on n'est pas vraiment surpris, quoi. Ouais, c'est clair que cet épisode Kevin Durant et Kyrie Irving au Nets, c'est un peu un drama depuis le début, hein, ça s'est jamais vraiment bien passé. Il y a toujours eu des petites histoires, des petits trucs qui ont fait qu'on puisse se dire il y a un problème, ça va pas fonctionner. Benjamin, compte tenu de tout ça, là je pense que c'est encore plus clair qu'avant, puisque il y a encore quelques semaines, d'ailleurs dans le dernier épisode, on s'était dit qu'on pouvait envisager, si la situation ne se débloquait pas, que Kevin Durant commence en tant que Brooklyn Nets l'année prochaine.
Là, ça commence à de plus en plus être compliqué. On se dirige clairement vers un transfert de Durant. Donc, encore une fois, il y a des équipes qui apparaissent comme favoris. Il y a les Celtics et le Heat toujours. Mais il y a quand même des dernières rumeurs qui mentionnent aussi les Pelicans avec des packages notamment autour de Brandon Ingram. Bah, en réalité, je pense que le dossier Kevin Durant n'a pas vraiment avancé parce que Mhm, on est toujours dans cette position où les Nets, et ça a été réaffirmé dans l'article de Shams Charania qui justement révélait ces tensions entre Kevin Durant et le front office, que les Nets veulent jusqu'au dernier asset dans un package avec une autre équipe. Et donc finalement, puisque les demandes des Nets n'ont pas baissé, les autres équipes sont pas en mesure d'aller le récupérer pour le moment, à moins de faire un effort. Et pour l'instant, elles ne montrent pas l'envie de le faire. Donc, en réalité, même si aujourd'hui la rupture, elle est vraiment consommée entre Kevin Durant et les Nets, le dossier a pas tant évolué que ça parce que, le jeu qui se fait, c'est plutôt un jeu entre les Nets et les autres équipes qu'entre Kevin Durant et les Nets. Donc il y a toujours une possibilité en réalité que Kevin Durant commence sa saison, au moins le training camp, avec les Nets, même si ça implique une ambiance très bizarre et que ça implique, des tensions encore plus fortes. Parce qu'après avoir déclaré ce genre de choses et une telle guerre, ouverte, bien sûr ça les émarque. Mais je pense qu'on est toujours dans une situation où, Kevin Durant peut commencer la saison avec les Nets. Toujours en favori, il y a les Celtics, les Raptors aussi qu'on oublie beaucoup, mais qui sont toujours bien là, sûr. et le Heat. L'offre, à mon sens, qui est toujours la meilleure, c'est celle de Boston avec Jaylen Brown et autour de laquelle, Brad Stevens peut facilement faire un vrai package qui pourrait faire venir, Kevin Durant avant le début de la saison. Il y a des équipes en embuscade comme les Pelicans avec Ingram, qui peuvent tenter quelque chose. Mais aujourd'hui, on est sur un dossier qui stagne. Puisque le marché n'évolue pas et puisque la saison n'a pas commencé, le dossier ne peut pas, en fait, évoluer, et donc on est toujours dans la même impasse que la dernière fois. Toi, Florian, plutôt d'accord avec ça, t'es de cet avis-là, les Nets vont pas, vont rien lâcher, ils vont vraiment attendre la meilleure offre possible et attendre qu'une équipe soit en mesure de leur proposer ce qu'ils demandent. Ou alors tu te dis pas quand même, avec toutes ces histoires, la mauvaise ambiance que ça va foutre pour le training camp et le début de la saison, que les Nets vont peut-être faire un petit effort pour se débarrasser un peu de tout ce dossier Kevin Durant. En fait, on est dans un moment où les deux facteurs qui sont en jeu sont totalement en contre-indication entre deux parce que on est à une époque de l'année où toutes les équipes, les 30 franchises, en fait, ont leur effectif complet pour l'année prochaine, à part une ou deux exceptions sur des gars comme Colin Sexton, etc. Voilà, les franchises aujourd'hui sont bouclées pour l'année prochaine. Et face à ça, donc en fait, aucune équipe n'a vraiment d'intérêt à chambouler tout son effectif alors que les GM ont déjà fait leur taf. Et face à ça, on a peut-être le joueur avec la plus grosse valeur de l'histoire, compte tenu de son contrat et de son talent, qui est sur le marché. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme le disait Benjamin, on est totalement dans une impasse, on est dans un marché qui est totalement bloqué parce que la valeur du joueur ne correspond pas du tout à l'état du marché comme il est aujourd'hui. Alors oui, le Heat et les Celtics semblent aujourd'hui être les seuls contenders à pouvoir se l'offrir, sauf qu'on est on est dans un marché où un trade à deux équipes est totalement impossible, presque impossible. Donc oui, il y a des surprises comme des Pélicans, les Raptors, voilà, on parlait des Wizards. Il va y avoir des discussions jusqu'au training camp et pourquoi pas après, comme le disait Benjamin. Mais on est face à un marché qui est bloqué et le marché est de plus en plus en train de se tendre parce que la valeur de KD est totalement différente entre les Brooklyn Nets qui ne veulent pas le lâcher pour rien et qui attendent monts et merveilles d'un retour sur investissement et des autres équipes qui savent que Durant veut se barrer, donc du coup sa valeur chute de jour en jour. Donc aujourd'hui on est dans un marché qui est bloqué et il faut quand même pas s'attendre à ce que la situation soit débloquée dans la semaine qui arrive parce qu'on n'a jamais vu ça en fait. Bah, c'est clair que, bon, on ne va pas vous dire qu'on va faire 10 épisodes sur Kevin Durant d'ici le début de la saison, mais il y a moyen qu'il y en ait encore quelques-uns parce que le dossier n'en finit plus et on n'est pas à l'abri de nouveaux petits rebondissements. Les gars, cette affaire met quand même en lumière un truc super important, on en a déjà parlé un peu, c'est vraiment une prise de pouvoir de la part des joueurs par rapport à leur management et leurs dirigeants. On voit que même sous contrat, les joueurs peuvent agir pour obtenir un peu ce qu'ils veulent, ils peuvent faire levier, peuvent faire pression, ils ont plein de moyens d'agir. Benjamin, est-ce qu'on n'est quand même pas arrivé à un degré de player empowerment vraiment malsain? Bah, il faut bien se dire que chaque cas, vraiment, chaque dossier part d'un côté ou de l'autre de la balance, et que ces derniers temps, c'est vrai que la balance côté joueur a tendance à être beaucoup plus lourde. On a eu de vrais exemples ces derniers temps comme Ben Simmons aux Sixers, James Harden aux Rockets, Anthony Davis aux Pelicans, même si ça remonte un petit peu. On imagine aussi que Kevin Durant et Kyrie Irving sont derrière le licenciement de Kenny Atkinson aux Nets. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus d'exemples de joueurs qui occupent une place dans leur franchise qui est vraiment prépondérante et qui,
met dans l'ombre le manager, qui met dans l'ombre le coach, met dans l'ombre les dirigeants, et cetera. Donc plus on avance et plus les joueurs ont de pouvoir, c'est vrai, c'est un constat global. Et la particularité du cas Kevin Durant, c'est qu'il a un contrat extrêmement long. Il est engagé sur le long terme avec, les Nets. Donc normalement, il n'a pas de levier pour forcer son transfert ou quoi que ce soit d'autre. Donc si Kevin Durant arrive vraiment soit à partir, soit à obtenir le licenciement de Marks et de Steve Nash, on est vraiment sur un cas qui va encore faire avancer, cette situation parce que, même sans levier, les joueurs peuvent partir, les joueurs peuvent demander à changer de coach et ils l'obtiennent. Et ça, c'est quelque chose qui serait déjà, une avancée majeure pour les joueurs. Alors, le philosophe un petit peu qui est en moi, en fait, se dit: «Pourquoi le pouvoir n'irait pas aux joueurs?» Et quand est-ce qu'on a décidé que les propriétaires, que le management et cetera, devaient être la source de pouvoir numéro 1 et pas les joueurs sur le terrain? Le côté plus rationnel dit: «Les contrats sont faits pour être respectés» et ce qui se passe actuellement, c'est mauvais parce que les contrats n'ont plus beaucoup de sens. Je ne sais pas si c'est malsain. Je pense que c'est une situation qui est extrêmement, obscure, extrêmement compliquée et ce qu'il faut surtout, c'est la clarifier, c'est-à-dire, mettre vraiment des mots sur ce qui se passe et en l'occurrence, on a un excellent contexte qui est la renégociation des droits télé en 2025 et où toutes ces choses-là seront vraiment discutées. Mais ça, je sais que Florian se fera un plaisir de l'expliquer parce que c'est un petit peu sa spécialité. Clairement, c'est notre spécialiste du sujet. Florian, t'es du même avis que Benjamin. Toi, là, les joueurs, vraiment, ils sont arrivés à un niveau de pouvoir et de pouvoir décisionnel vraiment qui défie, qui défie tout ce qu'on a pu voir par le passé. C'est ça en fait, et comme le disait Benjamin, on est un peu dans une. La NBA c'est hyper cyclique, et dans son histoire, la NBA a connu différentes époques. Dans les années 50-60, les franchises elles avaient vraiment tout le pouvoir avec des contrats à vie et des pics territoriaux lors de la draft. Après, on a connu un peu une libéralisation des joueurs avec Bill Russell, Karim, Oscar Robertson qui ont fait évoluer les mentalités. On a connu la prise de pouvoir des GM face à des caprices comme Scottie Pippen, Charles Barkley, voilà, avec le GM Jerry Krause des Chicago Bulls par exemple. Et en fait, depuis quelques temps, on est dans une NBA qui a voulu de plus en plus donner le libre cours au pouvoir grandissant des joueurs, notamment grâce aux réseaux sociaux, avec un CBA, donc l'accord entre les joueurs et les franchises qui est beaucoup plus détendu, suite au lockout de 2011 notamment, des décisions qui sont moins fermes, des mises au repos autorisées, des prises de parole plus libérées et des contrats qui sont toujours plus faramineux pour les ultra-stars. Et en fait, la NBA, c'est en train de leur péter à la gueule parce que, et des deux côtés, les joueurs sont pas contents au traitement, donc ils veulent prendre plus de pouvoir, et les franchises sont pas contents face à cette prise de pouvoir. Donc du coup, le problème, et comme le disait Benjamin, c'est qu'on est en train d'aller tout droit vers un clash face à la prochaine renégociation du CBA, donc pour la saison 2024-2025. Et ça, c'est plusieurs facteurs qui existent, c'est-à-dire qui l'expliquent, pardon, c'est qu'on a un écart entre les joueurs et les franchises qui ne fait que s'agrandir, comme on peut le voir ici avec le cas Kevin Durant. On a un salary cap qui continue d'exploser. Pour la saison prochaine, il a pris 10%. Il passe de 112 à 123 millions. Donc, on est sur des montants qui sont en train de devenir de plus en plus gros. Donc, chacun veut prendre sa part du gâteau. Et ensuite, on a le nouveau contrat entre la NBA et les chaînes TV qui pourrait monter jusqu'à 75 milliards de dollars sur 9 ans à partir de la prochaine décennie. Donc voilà, on est sur des montants énormes et les franchises sont en train de monter au créneau face à ces dépenses qui ne sont pas vraiment limitées. On connaît le cas des Warriors qui ont explosé leur hard cap. Et voilà, des petites franchises, des petits marchés sont en train de gueuler par rapport à ça. Et la situation aujourd'hui, c'est qu'avant, on avait une ancienne présidente de la NBPA, donc l'association des joueurs, qui était Michelle Roberts, qui entretenait une super relation avec Chris Paul et Adam Silver. Et aujourd'hui, on a un nouveau mandat, donc avec CJ McCollum, on a des nouveaux droits télé, on a des nouvelles des nouvelles demandes de la part des joueurs, des nouvelles demandes de la part des franchises, et tout ça est en train de péter à leur gueule. Et on est face à une situation qui va sûrement amener à un lockout aujourd'hui si rien n'est fait. Si Kevin Durant obtient réparation et parvient à virer son coach et son GM, c'est un tremblement de terre pour l'histoire de la NBA. Et on va arriver à un clash, on est en train d'arriver à un clash qui pourrait amener à un lockout en 2024-2025, et ce qui serait dramatique. C'est clair qu'on n'est pas à l'abri de voir un lockout à partir de 2024. Bon, en tout cas, c'est un débat super intéressant qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un podcast un petit peu spécial parce que c'est vraiment très profond et on peut débattre des heures et des heures sur ce sujet. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez, vous, de cette situation et de cette prise des pouvoirs des joueurs. Si vous êtes plutôt pour, si vous trouvez que c'est normal que les joueurs aient plus de pouvoir, ou alors si vous êtes plutôt opposé à ça et vous préférez que les joueurs respectent leur contrat avec leur franchise, dites-le nous en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre.
Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify. Et laissez-nous un commentaire sur YouTube et les réseaux sociaux. Dites-nous ce que vous pensez de cette situation autour de Kevin Durant. Est-ce que vous trouvez ça normal que KD fasse sa diva? Ou alors est-ce que vous préfériez qu'il respecte son contrat avec les Nets? Toute l'équipe de l'analyse se fera un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.